Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300, vous connaissez votre numéro pour intervenir, pour témoigner pendant 2 heures dans Parlons Vrai chez Bourdin. De quoi allons-nous parler ce matin? Colère des douaniers français. Le Conseil constitutionnel, écoutez bien, a interdit aux douaniers de fouiller les marchandises, les véhicules, les personnes à l'intérieur du territoire français, au nom de la liberté d'aller et de venir et du droit au respect de la vie privée. Les douaniers avertissent, le trafic de drogue va exploser. Nous allons en parler. Les mal logés sont de plus en plus nombreux en France. Le mal logement s'étend. Plus de 4 millions de mal logés. Le nombre de SDF a doublé en 10 ans, de plus en plus d'enfants. Avec nous dans quelques minutes, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Débat entre 11h et midi autour de la rage au volant, de l'agressivité sur la route, de la difficile cohabitation en ville entre automobilistes, conducteurs de 2 roues, cyclistes, utilisateurs de trottinettes, piétons, vélos, trottinettes, scooters, motos, voitures. La cohabitation est-elle impossible? Le débat entre 11h et midi, avec beaucoup de témoignages, 0826 300 300. Et puis à 12h05, nous recevrons le politologue Thomas Guénolé qui publie La fin des haricots avec un point d'interrogation. La fin des haricots chez Plomb. Le réveil écologique, c'est maintenant, écrit-il, et il propose 10 révolutions simples et efficaces pour vivre avec les grands changements climatiques. Il est 10h32. Merci d'être avec nous. Tous les jours, nous nous posons la question, mais dans quel monde vit-on? Le regard quotidien de Félix Mathieu. Ce matin, Félix, partons pour Saint-Étienne, dans la Loire, et poussons la porte d'un restaurant italien, le Café Rossini. Un petit coin d'Italie à Saint-Étienne, Paolo Dimitro a réalisé son rêve, créer une cuisine italienne uniquement élaborée avec du frais et du fait maison. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le journal régional Le Progrès en juillet 2021. Sauf que, derrière le tranquille pizzaiolo se dissimulait un ancien tueur de la mafia calabraise, Edgardo Greco, 63 ans, introuvable depuis 16 ans. La justice italienne l'avait condamné en son absence à la perpétuité, notamment pour 2 meurtres commis à la barre de fer au début des années 90 dans un entrepôt de poissons. Les 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. L'article du Progrès sur son restaurant a-t-il aidé les polices françaises et italiennes? En tout cas, des carabiniers étaient venus spécialement de Saint-Étienne, à Saint-Étienne, depuis le sud de l'Italie pour procéder à l'interpellation avec leurs homologues français. Plusieurs arrestations avaient déjà eu lieu d'ailleurs en Calabre ces derniers jours. Ils ont cueilli le pizzaiolo mafieux à la fin de son service hier matin, donc dans la nuit. Opération policière saluée par le ministre italien de l'Intérieur. La justice italienne le réclame désormais. Bien. Et puis un chiffre du jour, 110 boulangeries de plus à Paris en 2022. C'est un métier en plein essor. Il y a 1360 boulangeries dans Paris. Il est 10h34. Tout autre sujet, le trafic de drogue menace-t-il d'exploser après une décision du Conseil constitutionnel? Je suis avec Romain Siméon, qui est secrétaire général adjoint UNSA Douane. Bonjour Romain Siméon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que se passe-t-il? Et vous êtes inquiet, vous êtes en colère même. Le Conseil constitutionnel a interdit aux douaniers, vous a interdit de fouiller les marchandises, les véhicules, les personnes à l'intérieur même du territoire français. Ça veut dire quoi, Romain Siméon? Ça veut dire que vous pouvez évidemment intervenir aux frontières, mais c'est tout, rien qu'aux frontières. Alors pour l'instant, nous avons quelques mois encore de répit. Oui. Jusqu'au mois de septembre 2023. Oui. Mais nous sommes déjà attaqués de toutes parts par les avocats et la justice pour déclarer certaines affaires inconstitutionnelles. Donc il y a des affaires qui tombent dans tout le territoire. Des affaires qui tombent, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, par exemple, sur une autoroute, à un péage ou ailleurs, interpeller tout à coup quelqu'un et aller fouiller son véhicule ou le fouiller. Pour l'instant, vous pouvez encore, mais après cette décision du Conseil constitutionnel, ça devient de plus en plus difficile. C'est ça. Après cette décision, c'est de plus en plus compliqué. En fait, il a déclaré donc l'article 60 des douanes comme inconstitutionnel. C'est le texte fondateur de notre travail de douanier, c'est-à-dire c'est celui qui nous permet de travailler au quotidien, de fouiller les véhicules. Donc à partir du moment
où vous enlevez le droit de fouille à un douanier, il peut plus travailler parce qu'il peut plus aller chercher la marchandise de fraude. Ouais, bah évidemment, évidemment. Un petit exemple, tiens, un routier polonais qui transportait du cannabis relaxé. Il transportait 53 kilos de cannabis. Il avait été intercepté en Charente-Maritime. Il a été relaxé. Voilà. Bah, c'est un exemple concret. Et donc c'est ce que vous pointiez du doigt en début d'interview, c'est que à terme, la quantité de saisie qui sera faite de stupéfiants, mais pas que, hein, d'argent sale, de contrefaçon et tout ça, va chuter forcément. oui, et le trafic de drogue a explosé, évidemment. C'est ça. Mais j'imagine la colère parmi les douaniers. Oui, alors ça a été d'abord la stupéfaction. Hein. Oui. On est un peu tombé de notre chaise, on s'est dit, là, on ouvre un nouveau droit aux infracteurs, en fait. Oui. Et maintenant, on a peur, Oui. parce que les douaniers se demandent ce qu'ils vont faire si on n'a plus d'articles pour pouvoir fouiller. Et puis, bien sûr, la colère monte dans nos rangs. Mais la colère monte. Qu'allez-vous faire? Que pensez-vous faire? Eh ben, on sera obligé de se bouger, de manifester pour pouvoir continuer à travailler. Hein. Après, on est un petit peu... Et que dit votre ministère de tutelle? Notre ministère, pour l'instant, il nous rassure en nous disant qu'il travaille avec l'administration des douanes pour réécrire un nouvel article. Mais nous, ce qu'on craint, c'est que cet article soit très difficile à mettre en place au quotidien. Nous, il nous faut un droit de fouille simple à mettre en place. On ne peut pas demander à des juges, par exemple, de nous autoriser à travailler à tel endroit ou tel endroit. C'est trop compliqué. Alors justement, Romain Siméon, on vous croise souvent sur les routes et on se demande quel est votre droit quel est votre droit de fouille? Est-ce que vous avez le droit d'interpeller d'arrêter un véhicule et de faire ouvrir les portières, de faire descendre le passager ou les passagers et de fouiller le véhicule? Vous avez le droit ou pas? Oui, c'est ce que dit l'article 60. C'est que l'article 60, il donne le droit de fouille des personnes, des moyens de transport et des bagages transportés partout sur le territoire et bien sûr aux frontières. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter, c'est-à-dire que je suis sur la route, vous pouvez m'arrêter. Bien sûr, voilà. Et c'est ce qui fait la force de notre métier, c'est qu'on peut aller n'importe où, à n'importe quel endroit pour fouiller. Et avec cette décision du Conseil constitutionnel, ce ne sera plus possible dans 6 mois. Ça sera plus possible, ou en tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué, puisqu'on devra peut-être, nous ne voulons pas, mais être contraint d'expliquer pourquoi on contrôle tel véhicule. Oui. En fait, voilà. L'essentiel de vos saisies viennent de ces contrôles? Oui, c'est ce qu'on appelle le flair du douanier. Hein. Le flair du douanier. Vous travaillez comment? Vous travaillez sur un renseignement? Non. Non? Ah bon? Non, pas, de temps en temps, mais principalement dans les brigades douanières, on va dire, typiques. Il y a un service de recherche, hein, mais dans des brigades, on travaille, on se met au péage, comme vous dites, on attend les véhicules et on contrôle. Mais alors, votre flair, expliquez-moi, pourquoi contrôlez-vous un véhicule plutôt qu'un autre? Après, ça, c'est des techniques qu'on met en place, des études qui sont faites par nos services et on se place aussi aux bons endroits. Et après, voilà, on connaît notre trafic, on va dire. Sur 10 voitures qui passent, vous détectez celle qui est suspecte? On essaye. C'est pas du 100%. C'est pas du 100%, mais c'est du combien? C'est du combien? Vous trompez beaucoup? Sur des fouilles, alors on va dire sur des fouilles qui prennent un certain temps, c'est-à-dire où on commence à démonter les véhicules et plus, on se trompe pas beaucoup. Après, sur un contrôle qui dure 2-3 minutes, ça nous permet, si vous voulez, de cibler dans le flot de véhicules. Mais ça, on se trompe un peu plus, normal. Mais quand on commence à s'intéresser vraiment à un véhicule, on se trompe très peu. Mais qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui attire l'attention? C'est le conducteur? C'est le comportement du conducteur? C'est le véhicule en lui-même? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ça peut être bien sûr le comportement du conducteur, ça peut être bien sûr la voiture, ça peut être l'heure de passage, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Évidemment. Et quand voilà. Tout est conjugué, c'est un signe.
Ouais. C'est un signe. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un peu empirique comme travail. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous travaillez dans les douanes, vous apprenez beaucoup de choses, évidemment, vous imprégnez du trafic et vous êtes... Mais Romain Siméon, si je suis dans la voiture avec une jeune femme à mes côtés et 3 enfants derrière, je vais pas être fouillé. Ah si. Ah, si. Ah bon, d'accord. Voilà. Ah, bon. Parce que c'est pas forcément quelqu'un avec, on va dire, l'air patibulaire tout seul dans une voiture. Les fraudeurs, ils savent s'adapter. Ah, donc évidemment. Nous aussi. Ouais. Ouais, bah, j'imagine. Ben, merci Romain Siméon, merci d'avoir été avec nous. Et espérons que vous serez entendu. Évidemment, merci, bonne journée. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour lutter contre tous ces trafics. Il est 10h41, vous êtes, si vous voulez témoigner, 0826 300 300, vous êtes avec nous. Nous allons passer à toute autre chose et à un autre témoignage. Vous savez que tout à l'heure, entre 11h et 12h, nous allons parler de la rage au volant, de l'agressivité sur la route et en ville, de la difficile cohabitation en ville entre automobilistes, conducteurs de 2 roues, cyclistes, utilisateurs de trottinettes et piétons. Alors vous allez témoigner, nous aurons ce débat entre 11h et midi. Comment rendre la cohabitation possible ? Autre question, la cohabitation est-elle impossible? Nous allons donc en parler, 0826 300 300. Mais tout de suite, pour introduire le sujet, un témoignage, celui d'Emma. Bonjour Emma. Bonjour, monsieur Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Emma. Vous avez été percutée par une trottinette en plein Paris. C'était au Trocadéro. Vous veniez tout juste d'arriver à Paris. C'était quand? C'était le 31 juillet 2020. Le 31 juillet 2020. Vous étiez à Paris. Vous veniez d'arriver à Paris, c'est cela, Emma? Nous venions d'arriver à Paris. Nous venions de descendre du taxi au Trocadéro et nous venions de traverser la Seine. Oui. Pour arriver vers la Tour Eiffel. Et là, sur le quai de Branly, une trottinette qui est arrivée dans mon dos m'a projeté. Voilà, une trottinette est arrivée dans votre dos, vous a percuté et vous a projeté. Et vous a projeté violemment, vous avez été conduite à l'hôpital. Oui. Vous avez été opérée rapidement. Et pas tout à fait rapidement. Pas tout à fait, bon. J'ai eu une réduction de fracture en premier lieu et comme nous étions à Paris pour un mariage, nous ne sommes rentrés que le lundi. Oui. Donc je n'ai pu être opérée que le mardi. D'accord. Et vous avez subi une greffe? J'ai subi une greffe. Après 3 opérations, j'ai eu une greffe. Greffe c'est de la main, je crois. Au poignet. Au poignet, exactement. Oui. Greffe au poignet. Vous avez évidemment déposé plainte? Oui. Et la personne était jeune qui était sur la trottinette? 35 à 40 ans. 35 à 40 ans, qui a reconnu les faits, hein? Elle a entièrement reconnu. Entièrement reconnu les faits. Aujourd'hui, ça va mieux, Emma? Ça va mieux, mais ma main n'est toujours pas là, disons. Je suis restée, après ma première opération, je suis restée 6 mois sans que mon cerveau accepte mon bras. Oui, je comprends. Emma, oui. En arrivant à Paris, en venant à Paris pour un mariage, jamais vous n'auriez pu imaginer être percuté par une trottinette? Absolument pas. C'est arrivé soudainement. Et qu'a dit la personne qui ne vous a pas vu, ne vous a pas vu? Je suis désolée. Oui. Voilà, c'est tout. Il ne vous a pas vu ou quoi? Non, elle ne savait pas se servir de la trottinette. Et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est que lorsqu'on va louer une voiture, on nous demande notre permis de conduire. Lorsqu'on va louer une trottinette, on ne nous demande rien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Elle ne sait. Alors, ceux qui prennent la trottinette, ils savent qu'ils prennent des risques pour eux, mais est-ce qu'ils savent qu'ils en font prendre aux autres? Oui. C'est évidemment une bonne remarque, Emma. Pour conduire une voiture, il faut un permis. Pour conduire une trottinette, il ne faut rien. Enfin, pour monter sur une trottinette, pour monter sur un vélo, il ne faut rien non plus. Et on constate beaucoup de cyclistes qui prennent les vélos en libre service, qui ne savent pas faire du vélo. Et la cohabitation. C'est pour ça que je souhaitais ouvrir le débat entre 11h et midi, parce que il y a
non seulement la rage au volant, l'agressivité des conducteurs de voitures qui s'insultent ou de camionnettes ou qui s'insultent, mais en plus il y a cette difficile cohabitation en ville entre automobilistes, conducteurs de roues, cyclistes, utilisateurs de trottinettes et piétons. Emma, vous êtes vraiment le témoignage idéal, si je puis dire, enfin idéal. Pas si idéal que ça pour vous, mais pas pour vous. Oui, Emma, c'est pas si idéal. Mais bon, est-ce qu'il y a eu une suite ou pas? Ah oui, c'est en cours là. J'ai eu une expertise il y a très peu de temps. Et ce que je voudrais dire également, c'est que le jour de l'expertise, on se sent très mal parce qu'on a l'impression d'être auteur et non victime. D'accord, je comprends très bien. Voilà. Et les assurances, comment jouent-elles dans ces cas-là? J'ai la chance d'avoir une assurance pour les accidents de la vie. Oui, oui. Qui m'a beaucoup aidée. Oui. Mais je me demande, les personnes qui ne cotisent pas à cette assurance, j'ai rien à voir avec les assurances, hein, oui. Comment font-ils? Oui, vous avez raison. Je ne sais pas ce que la RC peut prendre en compte. Évidemment. Bon, Emma, je vous remercie pour votre témoignage. De rien, monsieur Bourdin. Vraiment, Emma, je vous remercie parce que vous êtes l'illustration, malheureusement, à vos dépens, de la situation actuelle et les vélos aussi. Parlons des vélos. Les vélos qui sont aussi les cyclistes et des victimes. 244 morts. Cyclistes morts en 2022, il y a une forte augmentation, 30% de plus par rapport à 2019, et je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de cyclistes tués en plus par rapport à 2021. Là encore, difficile cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes sur les routes, et notamment en race campagne. Il est 10h47, ce sera le débat entre 11h et midi, et je vous invite à témoigner. 0826 300 300. Une petite pause, ensuite nous parlons de toute autre chose, les mal logés qui sont de plus en plus nombreux en France. Plus de 4 millions de mal logés. Le problème du logement est un problème majeur dans notre pays qui n'est pas pris suffisamment en compte, me semble-t-il, à la fois par les responsables politiques, mais aussi par le grand public. Le nombre de SDF a doublé en 10 ans, de plus en plus d'enfants. Avec nous dans quelques minutes, le directeur, dans 3-4 minutes, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. À tout de suite. Le mal logement, c'est un fléau dans notre pays, et pas qu'en France, mais en France aussi. Les mal logés sont de plus en plus nombreux en France. Politique du logement incertaine depuis des années. Enfin, le logement ne passe jamais en priorité dans les politiques publiques, ce qui est tellement dommage, parce que c'est l'un des soucis majeurs. Le nombre de SDF a doublé en 10 ans, de plus en plus d'enfants dans les rues. Avec nous, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est une double alerte que vous avez lancée. Vous avez publié les chiffres mercredi, que vous avez lancé dans votre rapport annuel. Votre organisation, vous estimez à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, sans abri, 30 000 de plus qu'en 2022. C'est cela, 30 000 de plus. Alors oui, pourquoi quelles sont ces personnes qui sont en plus dans la rue ? Alors, c'est des personnes qui sont à la rue ou en hébergement d'urgence. Hein. C'est la définition de l'INSEE des sans-domicile. Donc, en fait, ça fait à peu près 15 ans que chaque année, on a 10 000 personnes sans domicile de plus. Oui. C'est parce qu'il y a plusieurs causes à ça, mais tout en bas de l'échelle sociale, des personnes qui ont des très bas revenus, les minima sociaux, ou parfois même pas les minima sociaux, ont de plus en plus de mal de se payer un loyer. Dans les grandes villes, les loyers augmentent petit à petit depuis 30 ans. C'est une tendance de long terme. Oui. À cette difficulté assez structurelle s'ajoutent aussi des flux migratoires qui sont souvent mal accueillis. Et donc, on voit qu'à la rue, dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a aussi évidemment beaucoup de personnes en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile qui ne sont pas bien pris en charge. Et donc, tous ces phénomènes vont alimenter tout en bas de l'échelle des personnes qui sont sans logement. Oui, parce que quand on entend et quand on parle de sans-abri, de personnes dans la rue, évidemment, beaucoup pensent immigrer. C'est vrai, oui. Mais pas que. Non, pas que, bien sûr. Il y a beaucoup de primo-arrivants ou de personnes en situation irrégulière parce que ils n'ont pas droit au logement social, ils n'ont pas droit aux minima sociaux, etc. Sûr. Mais il y a aussi beaucoup de personnes françaises qui ont du mal à trouver un logement et qui souvent, en plus de cette difficulté à trouver un logement pas trop cher qui concerne des millions de personnes, cumulent des difficultés personnelles particulières. Je pense notamment aux personnes qui sortent de détention, par exemple, des personnes qui ont des troubles psychiatriques, des personnes qui ont été à l'aide
l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité qui se retrouvent sans accompagnement, des personnes en rupture familiale. Souvent, c'est une conjonction de facteurs à la fois sociaux, la crise du logement en général, et des facteurs personnels de fragilité particulière. On pense aussi aux femmes victimes de violences qui parfois doivent quitter leur logement en urgence et se retrouvent à l'hôtel, en centre d'hébergement ou tout simplement à la rue. Et donc, il faudrait que la politique du logement prenne en compte à la fois la hausse des loyers et permette de les limiter, d'avoir plus de logements sociaux, et que les autres politiques soient moins en faillite. Je pense notamment à la psychiatrie, à l'accompagnement des sortants de détention, à l'aide sociale à l'enfance, qui sont des politiques en France qui sont en crise depuis des années. Oui, l'accompagnement est insuffisant. Absolument, l'accompagnement est insuffisant et donc des personnes qui ont du mal à se raccrocher au système habituel, à faire toutes les procédures, à chercher un boulot, à faire des formations parce qu'elles ont des difficultés personnelles à un moment donné, sont mal accompagnées, voire pas du tout accompagnées parfois, pour faire toutes les démarches compliquées, pour peut-être avoir accès à un vrai logement. À Paris, quand vous êtes sans domicile, avoir rendez-vous avec une assistante sociale, c'est des mois et des mois d'attente. Donc quand vous êtes à la rue, là, on vous dit d'appeler le 115, il n'y a pas de réponse, il n'y a personne pour vous accompagner concrètement. Mais je croyais que le ministre avait promis qu'il n'y aurait plus un SDF dans la rue. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais... Macron avait dit qu'il y aurait plus personne Emmanuel dans la rue Macron l'avait dit, d'autres politiques d'ailleurs, ça fait... Oui. Tous les politiques ont dit ça d'ailleurs, les uns derrière les autres, j'ai entendu ça. C'est une promesse qui revient souvent, la promesse est bonne. Ce qui la manque, promesse c'est est bonne, les moyens et la volonté. On a envie d'y croire. Et puis, heureusement qu'ils le promettent, qu'ils ne se contentent pas, qu'ils ne se résignent pas parce qu'il y a des gens à la rue. Olivier Klein, le ministre du Logement, il y a quelques mois, s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus un seul enfant à la rue. Voilà. Déjà, la promesse était moins ambitieuse, mais heureusement qu'il ne s'accommode pas des enfants à la rue. Il y a eu des efforts qui ont été faits au cours de l'hiver, notamment là, quand il y a eu des vagues de froid. Mais les efforts, c'est souvent des ouvertures de gymnases. Donc, ça n'a qu'un temps. C'est pas des solutions de logement, les gymnases. Donc, ça veut dire que les enfants, parfois, sont mis à l'abri en gymnase. Et puis après, quand les gymnases ferment, parce qu'ils doivent servir autre chose, souvent, les familles avec enfants sont envoyées dans des hôtels parfois très loin ou nulle part. Est-ce que ça veut dire, Manuel Domergue, qu'on s'intéresse aux sans-abri? C'est une éternelle question, mais ça fait tellement longtemps que je fais du journalisme, j'ai toujours entendu ça, qu'on s'intéresse aux sans-abri quand il fait froid et qu'on ne les voit plus quand il fait beau, quoi. Mais vous avez raison, c'est que quand il fait froid, tout le monde, personnellement, se met un peu à la place des gens à la rue et se dit ça doit être vraiment terrible de dormir dehors quand il fait si froid. Et c'est vrai, c'est encore plus terrible. Mais la réalité du sans-abrisme, elle perdure toute l'année. Il y a des morts de la rue à peu près en toute saison, quelle que soit la saison. Et donc, en fait, c'est terrible d'être à la rue. Et c'est encore plus terrible quand il fait froid, aussi quand c'est la canicule, mais aussi quand il y a une température normale, parce que à la rue, on ne peut pas vivre normalement, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien, merci, merci Emmanuel Domergue. Et toute ma vie, merci à vous. Toute ma vie de journaliste, Emmanuel Domergue, je me souviendrai, j'étais sur RMC et un matin, j'étais avec des auditeurs et un auditeur m'appelle. Il vivait dans un coin de la gare de Nantes. Il était là et il avait son petit poste de radio à côté. C'était son seul lien avec le monde et il a témoigné. Et toute ma vie, je m'en souviendrai. Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre distribue des radios, souvent aux personnes à la rue, parce que vous avez raison, c'est un des liens qui les relie à la société, à l'actualité, aux autres personnes. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuel Domergue. Merci. Il est 10h57. Allez, nous allons dans un instant parler de ce comportement de plus en plus agressif, toutes les enquêtes le disent, la rage au volant, agressivité sur la route, mais il n'y a pas que les conducteurs qui sont en rage, mais le cycliste se met en rage, mais le piéton se met en rage parce qu'il est menacé d'être renversé par le cycliste, le piéton qui est renversé par quelqu'un qui est sur une trottinette. Enfin bon, la cohabitation dans l'espace public, à la fois sur la route et en ville, c'est notre débat. Cette cohabitation qui devient de plus en plus impossible. À tout de suite, 10h58. La cohabitation difficile en ville. Mais pas qu'en ville, sur les routes aussi, cohabitation entre cyclistes, automobilistes, conducteurs de deux roues, ceux qui montent sur des trottinettes, et puis les piétons, qui sont aussi les victimes
les piétons, bien souvent les victimes, notamment des cyclistes. Non, je vous expliquerai pourquoi. Mais si, Thomas, si. Thibaut Quéré, oui, pardon Thomas. Thibaut Quéré. Bon, Thibaut Quéré qui est l'un de nos invités. Est-ce que la cohabitation est difficile? Comment faire? Comment faire pour faire cohabiter tout le monde? Cohabitation impossible, vélo, voiture, trottinette, impossible avec un point d'interrogation. Anne Lavaux est avec nous aussi, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Thibaut Quéré, responsable plaidoyer vélo de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Donc tout le monde est représenté. Pierre Chasseret, Anne Lavaux, vous avez l'habitude de débattre. Nous avons déjà débattu ensemble sur d'autres radios. Mais la situation semble s'aggraver. Enfin, moi, je vois de plus en plus d'articles qui parlent de rage au volant, aggravation des comportements agressifs, mais pas que chez les automobilistes. Aggravation des comportements agressifs, même chez les cyclistes ou même chez les piétons qui en ont assez, ou peut-être les conducteurs de trottinettes, je ne sais pas, les utilisateurs de trottinettes, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un problème aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une aggravation des comportements agressifs et dangereux, Anne Lavaux? Alors, en mai dernier, on avait mené une action qu'on a appelée la comédie urbaine. Vous voyez que le Grand Honoré n'est pas très loin. Oui. Et à cette occasion, on avait demandé aux Français, justement, comment ils vivaient ce qu'on ressentait comme des incivilités. Et il y en a quand même 57% qui nous ont dit avoir peur ou avoir eu peur. 57%, ça fait quand même du monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un constat. Et comment on explique ça ? Et ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir l'avis des autres autour de ce plateau. Nous, ce que l'on dit à l'association Prévention Routière, on dit la rue, la route, c'est notre premier réseau social. Oui. C'est vrai. C'est le premier réseau social universel. C'est là où on est tous. Et c'est un réseau. On est d'accord. On partage l'espace. Et qu'est-ce qu'on fait dans un réseau social, normalement? On communique. Oui. D'accord? Là, on communique plus. C'est-à-dire, on communique plus? On communique plus. On est chacun dans notre bulle. On ne se regarde même pas. À peine, moi, je suis une vieille dame. Quand j'ai passé mon permis de conduire, mon moniteur d'auto-école, il me disait captez le regard du piéton, du cycliste. Faites-lui un petit signe. Montrez-lui que vous l'avez vu et que vous le prenez en compte. Aujourd'hui, en fait, on fait plus ça. On communique pas. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on communique plus? Eh ben, on s'aboie dessus. Oui. Mais voilà. Eh oui, on s'aboie dessus, vous avez raison, on se crie dessus. Les Français seraient-ils des mal appris au volant ou pas qu'au volant? Encore une fois, je veux pas non plus qu'on montre du doigt systématiquement les automobilistes, parce qu'il y a des comportements agressifs chez tous ceux qui sont sur l'espace routier ou en ville. Le baromètre Vinci Autoroute, que dit-il, Félix Mathieu? Eh bien que 65% des Français, par exemple, reconnaissent injurier les autres conducteurs, selon le baromètre Vinci dévoilé par le Parisien aujourd'hui en France. 65% contre 52%, c'est moins quand même pour la moyenne européenne. Autre chiffre inquiétant en matière de distance de sécurité, par exemple, 34% des automobilistes français interrogés reconnaissent coller délibérément la voiture de devant quand elle les agace. 20% aussi, une personne sur 5 à descendre pour en découdre quand ça chauffe avec un autre usager. Bon, l'autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que ces chiffres sont en nette augmentation ces dernières années. Parmi les autres enseignements, plus de la moitié des sondés reconnaissent abuser du klaxon. Un petit tiers double à droite parfois sur l'autoroute. Enfin, plus de 8 sondés sur 10 reconnaissent quitter parfois des yeux la route durant plus de 2 secondes. Alors à 130 km/h, ça peut faire quand même 72 mètres à l'aveugle. Si on prend région par région, l'Île-de-France évidemment est championne de la plupart des incivilités, mais pas que. L'Auvergne-Rhône-Alpes est première sur les injures et puis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur première sur le klaxon. Bien, c'est Vinci qui a organisé ce baromètre, qui a publié ce baromètre, évidemment. Ça concerne avant tout les automobilistes et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de baromètre sur le comportement des cyclistes ou des conducteurs de trottinettes ou même parfois des piétons aussi, qui se comportent mal dans l'espace public, évidemment. Bien, je vais appeler les auditeurs ou les auditrices 0826 300 300. Vous avez été victime d'accidents en ville ou à la campagne. Si vous êtes cycliste, vous avez peut-être été renversé par une voiture ou une camionnette à la campagne. Ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Et je voudrais donner ce chiffre, 244 morts, des cyclistes morts sur les routes françaises en 2022. Là, il y a une augmentation, alors que pour les automobilistes, il n'y a pas d'augmentation du nombre de victimes sur les routes, Pierre Chasseret? Non, aucune. Pas d'augmentation, plutôt une très très légère baisse. Mais si on est sur
la marge, hein, pour faire simple. De toute façon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2013, en sécurité routière en France, on a sauvé 0 vie. Voilà. Que ce soit à coût de 80 km/h ou de retour à 90 dans les départements, on est sur le trait de la marge. À 1% près, les statistiques d'accidents sont restées les mêmes partout. C'est un échec et un fiasco de sécurité routière daté depuis 2013. Personne ne pourra me contester ce chiffre. Bien, mais Pierre Chasseret, il n'y a pas plus... Oui, mais dans le chiffre de morts sur la route, je le disais, il y a plus de cyclistes qu'avant. Oui, aussi. Hein, aussi. Donc il y a bien un problème, là. Ah, mais il y a un problème. Alors, j'ai essayé d'identifier. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cyclistes qui sont... En fait, il y a 2 catégories de cyclistes. Oui. Il y a ceux qui sont victimes hors agglomération, et ceux-ci sont la plupart du temps fauchés, victimes d'un conducteur qui ne les a pas vus, ou qui ne les a pas respectés, ou qui n'a pas conscience de la distance de sécurité qu'il doit mettre en place lorsqu'il dépasse un cycliste. Ça, c'est le premier point. Dans ces cas-là, très souvent, la responsabilité de l'automobiliste est clairement engagée. Et puis, vous avez les accidents urbains. Et là, on ne va pas se voiler la face. Je crois qu'objectivement, le mot répression est absent du dictionnaire des cyclistes. J'ai jamais vu un cycliste qui respectait les feux rouges, qui s'arrêtait aux feux rouges. Il y en a, mais ils sont rares. Ils sont très rares. Moi, je me demande s'il n'y a pas un côté daltonien. Ils confondent le rouge, l'orange et le vert. Parce que là, très clairement, je pense qu'à coup de tambour, il va falloir leur marteler qu'il y a des règles de sécurité routière et de code de la route à respecter pour tous et qu'elles ne s'appliquent pas qu'à l'automobiliste. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les solutions pour rendre la cohabitation possible. Parce qu'on dit cohabitation impossible, mais rien n'est impossible. On doit pouvoir arranger les choses. Thibaut Quéret. Non, en réaction, je partage 50% du constat de Pierre Chasseret qui a raison. Aujourd'hui, les 244 morts, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation principale, elle est nette, elle est franche, quasiment plus de 50%. C'est hors agglomération, sur les routes de campagne. Et la responsabilité, vous l'avez clairement établie, c'est des cas dans des intersections, quand on va tourner à gauche, quand une voiture arrive en face, l'automobiliste par mégarde, ou alors dans le cas de comportement, alcool, drogue au volant, qui sont plus généraux. Que le cycliste se comporte mal sur les routes et par exemple roule de front à 2 ou à 3. Je l'ai croisé, je l'ai vu 20 fois. Là, vous parlez de la ville, là, j'entends bien. Là, sur la campagne, qui aujourd'hui est quand même plus de 60% des morts, et là où l'augmentation se fait, c'est principalement ici. On peut aussi quand même souligner qu'il y a plus 16% de pratique du vélo a priori à la campagne. C'est les statistiques qu'on a qui montrent aussi qu'il y a une augmentation de la pratique qui nécessairement fait qu'il y a plus de gens sur les routes. Non, ça marche sur la ville, ce qui est intéressant. Attendez, c'est important, ça marche pas. On a eu de plus en plus d'automobilistes sur les routes et on a eu de moins en moins de tués. On peut pas juste se satisfaire en disant c'est parce qu'il y a plus d'usagers qu'il y a plus de décès. Non, il y a certainement du boulot à faire. Très clairement, c'est ce qu'on disait, c'est que la responsabilité se fait aussi du côté d'une mauvaise cohabitation sur les routes de campagne. Et nous, ce qu'on dit, c'est très clair, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les départements, c'est de travailler sur les aménagements de voirie, c'est de réussir à mettre des pistes cyclables aussi hors agglomération, ce qui se fait par exemple au nord de Nantes sur la communauté de communes d'Erdrégève, ce qui se fait à l'échelle du département de l'Ille-et-Vilaine. Enfin, on a vraiment des exemples assez concrets et qui sont bons. Et c'est aussi de trouver des réseaux de voies plus apaisés par lesquels faire passer les cyclistes. Comme ça, on peut rapidement aussi les mettre avec du bon jalonnement sur des voies où ils vont pas être en cohabitation avec des gens qui roulent à 90 km/h et c'est bien leur droit de le faire. Et après, il y a le sujet de la ville qui est aussi assez intéressant. Ce qu'on voit en ville, et c'est pour ça que moi je trouve le débat est très parisien sur les feux rouges, etc. Paris, un mort à vélo en 2022. C'est une des meilleures années en termes de sécurité routière. Je vous ai pas parlé de Paris. Hein. Non, mais les feux rouges, etc. On a compris l'idée. C'est un sujet très parisien. On a des adhérents après partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on brûle les feux rouges quand on est à vélo. Quand on parle des morts en ville, et notamment dans les autres villes de France, nous on voit beaucoup nos adhérents, là où ils meurent, où les associations, quand elles récupèrent des familles de victimes, c'est dans des villes moyennes, c'est dans des villes de banlieue. On a eu 2 morts par exemple à Boulogne-Billancourt. C'est pas Paris. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une absence de politique cyclable dans ces villes-là. C'est très clair, c'est très net. Pas de pistes cyclables, peu de maîtrise des vitesses. Et on organise, en fait, généralement, par l'absence d'action de politique publique, on organise la mort de certaines personnes sur la route, et notamment les cyclistes. Alors, vous avez raison d'évoquer des solutions. Nous évoquerons les solutions. Évidemment, le développement des pistes cyclables en ce qui concerne les cyclistes. Mais pourquoi, selon vous, et je me tourne vers Anne Lavaux, pourquoi, selon vous, cette augmentation de l'agressivité? Pourquoi ? Ça tient à quoi, cette augmentation de l'agressivité? Parce qu'elle est réelle. Alors, donc, on a continué dans le cadre de notre comédie urbaine. Alors, dans votre comédie urbaine. Vous êtes aussi bien que vous faites aussi bien qu'Honoré de Balzac, puisque vous me posez les questions qu'on a déjà posées. Alors, donc, on a dit, mais pourquoi toutes ces incivilités? On a demandé aux Français. Donc, 54% d'entre eux disent c'est le manque d'éducation. Oui. 42% l'empressement.
Oui. 41% le stress, 34% l'inconscience, 23% la fatigue. Le manque d'éducation. Donc vous connaissez... Arrêtons-nous à ça. Oui. Le manque d'éducation. À la fois l'éducation personnelle, l'éducation reçue, mais aussi l'éducation au partage sur la route. Routière, donc à la citoyenneté. Oui, à la citoyenneté. Et là, je me retourne vers Thibault, puisque... vous savez qu'on a un programme, enfin, vous savez que l'association Prévention Routière, nous, ça fait 74 ans, 73 ans qu'on fait de l'éducation routière. Vous connaissez, hein, tout le monde nous connaît, on est la Madeleine de Proust, là, cette fois-ci, c'est pas Balzac, c'est Proust, de la sécurité routière et de la prévention routière. L'éducation routière, c'est pas uniquement l'apprentissage d'une pratique du vélo, par exemple. L'éducation routière, c'est une façon de se comporter. Nous, pendant des années, on a fait de l'éducation routière et c'était aussi bien l'enfant en tant que piéton, l'enfant dans les bus scolaires. Il faut considérer aussi que tous les enfants ne sont pas des petits citadins. Ils prennent le bus scolaire et parfois dès 4 ans. L'enfant piéton, l'enfant dans la voiture de ses parents, etc. Et on est en train progressivement de ramener l'éducation routière uniquement à la pratique du vélo dans le cadre d'un programme qui s'appelle le savoir rouler à vélo. Et nous, on n'est pas contre le savoir rouler à vélo puisque de toute façon on fait partie de ce programme. Mais ce que l'on dit, c'est le savoir rouler à vélo n'est pas le remplacement de l'éducation routière. Et il faut garder cette éducation routière parce qu'en réalité, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre premier réseau social, l'éducation routière, c'est aujourd'hui la clé d'entrée de l'éducation citoyenne. Et on en a besoin. On en a vraiment besoin. Mais il est très intéressant, votre baromètre significatif, hein, le comportement des uns et des autres. Alors, je lance un appel. Vous vous énervez au volant. Hein. Il vous est arrivé d'injurier un autre automobiliste, même de descendre de voiture, même de faire le coup de poing, peut-être. Je ne sais pas. Dites-nous, ou même quand vous êtes à vélo, vous êtes en colère parce qu'il y a un automobiliste, et puis le téléphone, hein, évidemment, le téléphone qui est insupportable quand on est en voiture et qu'on attend un feu vert et que celui qui est devant est en train de téléphoner et n'a pas regardé que le feu est passé au vert. Hein, ça, c'est un grand classique. Ou l'autobus qui téléphone en ville et qui ne voit pas le cycliste qui a grillé le feu. Bon, les deux sont en faute, là. Hein. Exactement. Bon, alors, Pierre Chasseret, je vais vous donner la parole, mais il est 11h17, on va se retrouver dans un instant, puis un nouveau témoignage, tiens, qui nous vient de la Garenne-Colombe, à tout de suite. Bien, vélo, voiture, trottinette, piéton, cohabitation impossible, point d'interrogation, ou possible. Nous allons voir quelles sont les possibilités pour améliorer les choses, évidemment. Vous continuez à témoigner. Arnaud est avec nous, Arnaud est à la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Arnaud. Bonjour, Jean-Jacques. On avait déjà entendu votre témoignage. Je suis content que vous soyez avec nous, Arnaud. Votre femme et votre enfant de 7 mois se sont fait faucher par une trottinette en sortant d'une pharmacie. Ouais, c'était même 7 semaines, figurez-vous. Ah, c'était 7 semaines, Arnaud. C'était 7 semaines, ouais. Notre bébé était toute petite, c'était en 2019. Oui. On était parisiens à l'époque, on habitait dans le 17e et ma femme avait... donc on sortait pour une petite promenade. Le bébé était tout petit, hein, on sortait pour une petite promenade et en traversant une rue à sens unique, une trottinette en libre service est arrivée en sens interdit et a fauché ma femme qui traversait sur un passage clouté, avec le bébé dans le porte-bébé sur la poitrine. Donc à l'époque, nous, on a fini aux urgences, bien sûr. Le bébé est resté en observation avec la maman pendant 48 heures. On a eu très peur. Oui, bah, j'imagine. Et puis à la suite de ça, on s'est un petit peu inquiété et interrogé sur le phénomène trottinette. Et puis on a créé une association avec quelques autres victimes. Oui. Une association qui s'appelle la PACOVI et qui aide les victimes dans leur parcours d'indemnisation parce que c'est un gros problème à la suite d'accidents avec des trottinettes électriques. Oui, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Alors, il y a une assurance obligatoire que les opérateurs doivent avoir, mais en fait, ce sont des assurances qui sont qui sont des assurances low cost et qui indemnisent très très peu. Oui. Voire pas du tout. Elles sont faites en fait pour exclure par tout un tas de conditions pour exclure l'indemnisation des victimes. Donc nous, notre mission dans ce cadre-là, c'est de les aider. Vous recevez beaucoup de témoignages, Arnaud, dans votre association ?
On reçoit chaque semaine des gens qui nous trouvent sur Internet ou sur Facebook et qui se dirigent vers nous. On reçoit beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui sont eux-mêmes blessés ou qui ont un proche dans leur entourage qui a été blessé. Ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que ça crée énormément de désordre. Nous, on est vraiment focalisé sur la trottinette électrique. Ça crée énormément de désordre dans les villes. Et pour revenir à ce que disaient vos interlocuteurs tout à l'heure, on a une espèce de chaos qui n'est pas géré. Il y a une cohabitation qui se fait très difficilement. Et en fait, une densité qui est très problématique. On est dans des villes, notamment Paris, où on a 20 000 habitants au kilomètre carré, et on rajoute des trottinettes électriques là où il y a déjà beaucoup de problèmes de circulation. Et tout ça crée de gros problèmes de cohabitation dans une société effectivement où on a un petit peu un individualisme en fait qui favorise pas le respect de l'autre. Bien, merci Arnaud, merci beaucoup. Anne Lavaux. Là, encore une fois, les trottinettes. Alors, les trottinettes en libre service à Paris, vous êtes pour une interdiction ou pas? Alors, merci à Arnaud pour son témoignage. C'est effectivement pas la première fois que je l'entends et je serais ravie qu'il prenne contact avec l'association Prévention Routière. En ce qui concerne les trottinettes, il faut pour nous distinguer deux mode d'utilisation. Il y a la trottinette en libre service, et donc c'est celle dont vous parlez, et puis il y a les usagers de la trottinette qui ont leur propre trottinette et qui finalement, la trottinette est l'outil de la multimodalité. C'est la trottinette davantage que le vélo qui permet par exemple de faire son trajet jusqu'à sa gare RER, de plier sa trottinette, de prendre le RER, de sortir à Châtelet et de finir son déplacement. C'est vraiment un engin idéal pour la multimodalité. C'est un engin excessivement dangereux. Nous, on a un conseil médical. Les membres de notre conseil médical nous décrivent, vous savez, de toute façon, on voit bien, centre de gravité très bas, toute petite roue, on prend les infractuosités, on fait un soleil, premier coup, clac, c'est le guidon dans l'estomac, deuxième coup, c'est écrasement facial, comme disent les médecins, et donc les gens ressortent complètement défigurés. Sur les trottinettes électriques en libre service, il y a tout un dispositif technologique qui permettrait en fait de réguler ça. Comme c'est horodaté géolocalisé, vous pouvez très bien empêcher qu'elle circule de telle heure à telle heure. Il y a le docteur Masmoudi à l'hôpital Georges Pompidou qui fait un énorme travail sur justement tous les accidentés de trottinettes électriques. Il se trouve que majoritairement, c'est la nuit, le soir. Majoritairement, c'est des jeunes. Et donc, des jeunes, vous les bloquez. À deux dessus, ou même peut-être à trois. Si vous bloquez l'usage de la trottinette électrique, mettons, entre 23h et 5h du matin, déjà, vous réglez une partie du problème. C'est géolocalisable. Vous régulez le territoire sur lequel elles peuvent circuler et la vitesse. Ça, c'est pour celles qui sont en libre service. Donc, il y a peut-être des choses à penser. Et sur les autres, on a laissé tout ça s'installer. On est presque de la même génération. Nous, on connaissait la patinette. La patinette, c'était un jouet. Et puis, on a installé les trottinettes électriques comme un surf urbain, un sport de glisse. Comme si, mais il n'y a aucune réglementation. Au départ, il n'y avait aucune réglementation. Mais il y en a très peu. Si, il y en a. Mais vous n'arrivez pas à remettre le dentifrice dans le tube. Parce qu'on est parti sur cette idée que c'était un sport de glisse. Avec comme objectif de faire un trajet de point A au point B sans jamais s'arrêter. Et donc, on passe de la piste cyclable au trottoir, etc. Je comprends. À ce propos, à propos des trottinettes, puis on va écouter Anne qui nous appelle de Bordeaux. Pierre Chasseret. J'entends notamment le rétropédalage de beaucoup de villes qui aujourd'hui reviennent en arrière après avoir tout fait pour développer la trottinette. Maintenant, veulent l'interdire. Il faut replacer l'église au milieu du village là. C'est pas la trottinette le problème. Il faut arrêter. C'est l'usager, l'utilisation qu'on en fait. C'était comme le platane au bord de la route. Il n'est pas responsable de la mort. Il ne traverse pas la rue. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a finalement une route qui est le symbole d'une société. Une société où on s'affranchit des règles, une société où on a pris en exemple notamment la désobéissance civile. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation du vélo et de la trottinette est devenue un argument presque écologique.
presque anti-voiture. Celui qui roule en voiture, c'est le méchant. Celui est le roturier. Celui qui roule en trottinette ou à vélo, eh bien lui, c'est le sauveur de planète. On se retrouve avec une société qui est tendue entre d'un côté ceux qui ont un moteur et de l'autre côté ceux qui n'en ont pas. Ou alors électrique sur une trottinette. Le comportement des trottinettistes aujourd'hui, si on veut le régler, il est facile, il est simple. Évidemment, il y a les moyens dont vous parlez, Anne Lavaux, et j'y souscris totalement. Je peux même aller plus loin. On peut même savoir, par rapport au nombre d'empreintes de pieds sur une trottinette avec les nouvelles technologies, s'ils sont 1 ou 2 dessus. On peut le savoir, mais rien n'est fait politiquement, parce qu'aujourd'hui, les villes qui ont développé ce type d'outils sont des villes qui ont surfé sur la vague écolo et qui aujourd'hui peinent à revenir en arrière. On va être très clair, la trottinette ne pose pas de problème à partir du moment où il y a une réglementation et où on la fait respecter. Ce qui est valable pour la trottinette, désolé monsieur, c'est valable aussi pour les vélos. Thibaut Quéré, justement. Oui, là-dessus, non, mais sur la question des trottinettes, on n'a pas un avis non plus tout à fait, comment dire, on ne souscrit pas au comportement à la fois des usagers qui font n'importe quoi ou inversement à la trottinette bashing qui, enfin, je veux dire, il y a une posture d'équilibre quand même entre les deux qu'on peut tout à fait trouver sur la question des trottinettes en libre service. En effet, je pense qu'on est plutôt sur une question de rapport à l'usage qui est un usage beaucoup plus distant en fait, puisqu'on prend quelque chose comme si on le consommait. Par définition, du coup, on a un rapport qui est pas la même que quand c'est son propre vélo ou sa propre trottinette. On fait beaucoup plus attention à soi et aux autres sur la régulation que mettent en place les collectivités. Après, bon, je ne suis pas juge des choix qui sont faits. La question pour nous qui est assez centrale globalement dans toute cette question de cette cohabitation qui doit se créer dans une grande phase de transition aujourd'hui des mobilités en France, parce que le modèle de tout le monde peut se déplacer en voiture, même en ville, évidemment il est en train de bouger, tout le monde le voit, les gens aussi aspirent à autre chose et c'est bien normal. C'est comment les pouvoirs publics organisent ça. Et nous, l'angle premier, la première chose qu'on met sur la table, la première chose que nos associations portent, c'est la question du partage de la voirie, de l'organisation de l'espace public. On est d'accord. Et c'est là-dessus que pour nous qu'il faut on est d'accord. Il y a le partage de la voirie et il y a aussi la loi. La loi, c'est vrai. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je sais que Pierre Chasseret sera d'accord avec moi. C'est vrai que l'automobiliste, lui, il a un cadre. Il est sanctionné. Sévèrement ou pas, ça c'est un autre débat, mais il est sanctionné. Le conducteur de 2 roues aujourd'hui est sanctionné, vraiment. Mais le conducteur, le cycliste est rarement sanctionné. Le conducteur de trottinette, l'utilisateur de trottinette est jamais sanctionné ou rarement sanctionné. Le piéton aussi est rarement sanctionné, alors qu'il peut mal se comporter. C'est vrai aussi. La loi est différente selon le véhicule qu'on utilise. L'application, en tout cas. Mais moi, je pense que vous touchez du doigt un sujet qui peut-être est encore plus vaste que ça, c'est que le code de la route a été écrit au moment pour les voitures. Pour les voitures, alors quand il a été écrit, il y avait encore quelques hippomobiles, puisqu'on évoque les hippomobiles dans le code de la route. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être s'engager dans un chantier colossal qui serait plutôt une réforme du code de la route, un code de la mobilité, un code de la mobilité, bien sûr, qui englobe l'ensemble. Parce qu'on a rajouté des appendices au code de la route, puisqu'on a des règles sur la trottinette, etc. Mais le fond de la pensée, la structure mentale du code de la route a été pensée pour organiser l'arrivée. Parce que les historiens nous le disent, ils nous disent ce que vous décrivez aujourd'hui avec l'arrivée des trottinettes, le vélo, c'est vraiment pas un mode moderne, on est d'accord. Dans les années 50, l'ouvrier, il se déplaçait uniquement à vélo. Mais ce mode-là, il faut le repenser dans sa globalité. Donc je pense que vous ouvrez un chantier très vaste. Bon, c'est très bien. Je vais faire une parenthèse avec cette information qui est tombée il y a quelques dizaines de minutes. Il y a un TGV, Colmar-Paris, a été immobilisé. Il y aurait eu menace d'attentat. Tout est sous contrôle maintenant, assure la SNCF. Je me méfie des menaces d'attentat. Nous allons voir. Pour la situation terminée, sous contrôle, la personne a été interpellée, indique la SNCF, qui précise que le train présente un retard de 2h20. Nous allons
Avoir quelques détails dans quelques instants avec Félix Mathieu, juste après la pub, il est 11h31. Bien, nous allons prendre le témoignage d'Anne qui nous appelle de Bordeaux, mais tout de suite Félix Mathieu. Alors, un homme menaçant a été maîtrisé dans le TGV Paris-Colmar ce matin. Oui, c'est un policier qui voyageait à bord du train qui a permis l'interpellation. La rame a ensuite été immobilisée en gare de Lorraine TGV. La SNCF indique que le train présente un retard d'1h30 après l'intervention des forces de l'ordre. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a réagi. Gérald Darmanin a écrit sur Twitter: le dispositif Voyager protégé que j'ai mis en place prouve chaque jour son efficacité pour la sécurité des Français dans les transports. Ce matin, un policier qui en bénéficiait a interpellé un individu menaçant à bord d'un TGV en Moselle. Bravo à lui, a écrit Gérald Darmanin. Bien, pour l'instant, on ne parle pas d'actes terroristes. Faut être prudent, vous le savez. Et on restera prudent. Il est 11h35. Merci. Témoignage d'Anne, comme promis, qui est à Bordeaux. Bonjour Anne. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien Anne? Je vous remercie, ça va bien. Merci d'être avec nous dans tous les cas. Donc, alors racontez-nous. En effet, moi, je suis commerciale, donc je passe mon temps sur la route. Oui. Et je reconnais que depuis 2 ans, à peu près juste après Covid, il y a une incivilité qui est de plus en plus croissante sur ma ville, mais je pense que c'est général. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai le malheur de, par exemple, klaxonner sur quelqu'un qui me fait peur parce qu'il fait une manœuvre qui est dangereuse, aujourd'hui, j'ai même peur de le faire parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire agresser. Mais quand je vous dis agresser, c'est-à-dire que la personne s'arrête, vient jusqu'à la fenêtre de mon véhicule et j'ai vraiment peur pour moi. Donc, c'est quelque chose que je peux constater de plus en plus souvent. Donc ça, c'est une chose. Et on parlait des vélos, des scooters, des trottinettes, parce qu'aujourd'hui, sur Bordeaux, on en a de plus en plus en libre accès. Oui. Et j'avoue que je les vois rouler comme des V2 sans les casques. Ça coupe la route, ça circule dans n'importe quel sens. C'est vrai que je me pose la question, pourquoi il y a un permis pour les 2 roues et pourquoi il n'y a pas un permis pour justement ces utilisateurs de 2 roues, parce que c'est dangereux quand même. Ça, c'est une très bonne question que j'allais poser. Anne, vous m'avez devancé. Merci dans tous les cas pour votre témoignage, Anne. Mais les incivilités sur les routes, oui, vous le disiez, Anne Lavaux. Oui, 57% des Français reconnaissent avoir eu peur. Oui, avoir eu peur. Alors, 0826 300 300. Alors, un permis ou pas? Un permis pour faire du vélo? Pour monter sur un... Alors, la particularité du vélo, c'est qu'on en fait beaucoup plus jeune. On ne le fait pas à la majorité. Donc, on ne va pas interdire à nos enfants de faire du vélo. Oui. Ça serait un vrai frein au développement, d'ailleurs, du vélo. Moi, je pense que la route, de circuler, je ne sais pas. La route, c'est le reflet de notre société. Oui. Notre société, on retrouve sur la route les mêmes comportements dans les mêmes proportions que la dégradation et la violence montante de notre société. Oui. C'est une évidence. On voit tous, ça m'est arrivé, j'étais avec mon fils en voiture, j'ai quelqu'un qui m'a grillé une priorité, j'ai juste fait un appel de phare, il est descendu de sa voiture pour venir au niveau de mon carreau. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ça, il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Alors les spécialistes nous expliquent que depuis la sortie du confinement, le confinement a amplifié les phénomènes un petit peu de recentrage, de nombrilisme et d'égoïsme. Ce qui existe... D'individualisme. Chez tous les conducteurs. En revanche... J'aime pas trop les statistiques un peu type Vinci aux autoroutes pour dire regardez, on considère tous que les autres sont pas bien. Oui, la bonne bêtise. On considère toujours que c'est l'autre qui fait des bêtises au volant. La réalité, c'est qu'on est dans une société où il faut pas confondre quelqu'un qui peut s'agacer au volant. Tu peux avoir un mot comme ça peut être moi, ça nous est tous arrivé. Si on est honnête, ça nous est tous arrivé. Y compris quand on est à vélo, ça nous arrive de pester contre d'autres conducteurs. Et puis la violence. Et cette montée de la violence sur la route, elle se retrouve avec... Récemment, aux alentours d'Évreux, je crois que c'est ça, ou de Dreux, on a un usager en voiture qui a tué un usager à vélo, une femme, à coups de pelle. C'est-à-dire qu'il est revenu sur les lieux de l'accident parce qu'il ne l'avait pas tué et il a tué cette personne. On est dans le cas d'une violence extrême. On a des usagers à vélo, qu'ils aient provoqué ou pas, on s'en fiche. La réponse n'est jamais la violence. Et là, dans ces cas-là, on ne peut que soutenir ce qui se passe actuellement contre les cyclistes qui vivent des situations où ce sont eux les premières victimes. En revanche, attention,
Il ne faut pas non plus stigmatiser tous les automobilistes. Cette montée de la violence correspond à une minorité de personnes. Par contre, non, mais la montée de la violence touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Qu'on soit automobiliste ou pas automobiliste. Encore une fois, il arrive que des cyclistes soient en colère, énervés contre un piéton, par exemple. Ou qu'un piéton soit en colère contre un cycliste. Moi, ça m'est arrivé d'être en colère contre des cyclistes, évidemment. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, Thibaut Quéré ? N'est-ce pas ? Non, mais je suis absolument d'accord. Enfin, on a beaucoup de points au final de convergence, c'est clair. Est-ce qu'il faut que pour circuler, je ne sais pas comment faire. Alors, pour les cyclistes, améliorer l'espace public, ça c'est certain. C'est la priorité, comme on le dit. Oui. Sur le permis cycliste, je pense que c'est la fausse bonne idée. Enfin, c'est-à-dire qu'aucun pays au monde n'aura mis ça en place. L'apprentissage, on le fait. Mais avec les vélos en libre service, le nombre de personnes qui montent sur un vélo sans en faire, il y en a des quantités. Mais Jean-Jacques, l'éducation, ça commence à la maison. Oui. Ça commence tout petit. Quand vous éduquez correctement quelqu'un, dans la vie, il se comporte bien. Quand vous avez des parents qui vous ont appris à dire bonjour, merci, s'il vous plaît, vrai. Eh bien, ça se passe bien aussi dans la vie. Là, on a un problème d'éducation. Il y a l'éducation, mais il y a aussi la pratique. La pratique, on fait du vélo. Certains montent sur un vélo sans savoir faire du vélo. Sans savoir faire du vélo, mais je pense que comme vous le disiez, sur la pratique par exemple des vélos en libre service, on est dans la même chose. C'est une faible minorité aujourd'hui de la pratique du vélo en France. Donc on ne va pas codifier, organiser des politiques publiques qui vont mettre toute une bureaucratie pour une faible partie des gens qui circulent en France. Le gros des circulations, il est aussi à loisir. Le gros des circulations, ça se fait pour du vélo sportif. Est-ce qu'on va imposer aux gens d'avoir un permis pour faire ça ? Est-ce qu'on va imposer aux gens que ce soit une voie verte en agglomération ? Pardon ? Il y a peut-être des solutions en dehors de l'aménagement. Il y a l'éducation évidemment qu'on fait, comme disait Anne Lavaux, dès le CM2 avec la politique du savoir rouler à vélo, qui est aussi vraiment un apprentissage, parce que savoir rouler à vélo, c'est pas juste apprendre à monter sur un vélo. On l'a fait vraiment. C'est apprendre. Oui, c'est en train de se mettre en place et on y contribue nous assez activement du côté de la FUB, même si c'est bien trop lent parce que les pouvoirs publics n'y vont pas assez vite, ne le financent pas suffisamment vite. Mais enfin bon, nous on y contribue fortement. Il y a cette question dans le savoir rouler à vélo aussi de l'apprentissage au déplacement dans l'espace public en général. Il y a une vraie logique qui n'est pas que d'apprendre à monter sur un vélo. Il y a une logique beaucoup plus globale qui est celle-ci de s'insérer, de comprendre, de voir, de discuter avec les autres usagers, apprendre jeune. Et derrière, il faut qu'on crée ce continuum éducatif. Il y a aussi un autre problème, beaucoup plus longtemps. Mais la police ou la gendarmerie ont autre chose à faire, mais il y a aussi un vrai problème, c'est la sanction. Il y a peu de sanctions contre les cyclistes ou contre les utilisateurs de trottinettes. Il y en a peu. Et c'est ça le problème. En fait, la clé, elle est là. La clé se situe sur la répression et la probabilité de répression. On a su le faire sur les automobilistes avec succès. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est quand même passé de 18 000 morts en voiture environ moins de 2000. 3541 en voiture. En voiture, c'est moins de 2000. On a réussi donc à diviser quand même par je ne sais pas combien, par au moins 6 ou 7 la mortalité en voiture. Je pense que ça va passer par une phase aussi de répression, peut-être progressive, parce qu'il faut aussi... Et on l'a fait aussi d'ailleurs sur le vélo, parce qu'il faut se rappeler il y a 20 ans, il y avait 1000 morts à vélo à peu près sur les routes. Maintenant, on est à 250. Alors, on voit là depuis 3 ans un phénomène en effet de remontée, bien sûr, qui est évidemment à traiter et sur lequel on est extrêmement vigilant parce que nous, évidemment, on est en premier contact avec les adhérents ou les personnes qui sont victimes de violences routières, d'accidents et qui ont mis leur vie en danger. Mais ce qu'on voit bien, et c'est vraiment les chiffres de la sécurité routière, si on y revient, c'est que l'effet le plus fort sur l'amélioration de la sécurité individuelle, c'est la question de l'espace public, des infrastructures cyclables. Alors, messieurs, je vais me permettre de répondre à la question de Jean-Jacques, qui n'était pas du tout celle à laquelle vous avez répondu. Vous avez demandé, est-ce qu'il faut un permis pour les trottinettes électriques ? Oui, si on a répondu, on a dit répondu. Alors, pour les trottinettes électriques, c'était la question. Oui, c'était la question. Moi, désolé, je vais répondre à la question. Alors, allez-y. Nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que... la trottinette électrique, l'association Prévention Routière a toujours dit c'est une erreur de donner l'autorisation d'utiliser une trottinette électrique à l'âge de 12 ans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme le port du casque à vélo, c'est jusqu'à 12 ans. On a dit, on libère les casques et puis on libère toute la circulation. Nous, ce que l'on dit, depuis avant la loi L'Homme, on n'a pas du tout été entendu, c'est que la trottinette électrique, il faut que ce soit aligné sur le cyclo. Pour conduire un cyclo, il faut avoir 14 ans et il faut passer par l'auto-école, il faut faire un BSR, c'est 7 ou 8 heures de conduite, parce que justement, il faut apprendre à circuler dans l'espace. Mais bien sûr.
est-ce qu'on va enfin nous entendre maintenant qu'on a malheureusement autant de victimes sur les trottinettes électriques? Non, on ne peut pas mettre Junior sur une trottinette électrique à 12 ans. 12 ans, ils sont tout petits. Moi, mes fils, à 12 ans, ils mesuraient 1m30. Et les laisser circuler avec des poids lourds, etc. etc. Donc, il faut absolument reprendre cette réglementation. Pour la trottinette électrique, on parlera du vélo après, c'est casque obligatoire pour tout le monde, que ce soit en libre service ou que ce soit sa propre trottinette électrique, conférer ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et c'est surtout aligné sur le cyclo. C'est-à-dire, une trottinette électrique, ça a un moteur, ça va à 25 km/h, et ben on fait comme pour le cyclo. Comme pour le deux roues à moteur, quoi. Oui, le cyclo, c'est le deux roues à moteur. Voilà. Le scooter ou le... Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de l'assurance. La trottinette électrique, il faut quand même le rappeler, c'est un véhicule terrestre à moteur et ça se doit d'avoir une assurance. La patinette, elle rentre dans la multirisque habitation, mais la trottinette électrique, il lui faut sa propre assurance. Alors, nouveau témoignage, celui de Manuel, dans un instant, qui est à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Manuel est électricien. Il est avec nous dans 2 minutes. Allez, les incivilités au volant. Tiens, cette histoire, vous avez tous lu cette histoire cauchemardesque. On va là, pour ceux ou celles qui n'ont pas lu cela, histoire sidérante. Ça s'est passé à Ronchin, près de Lille. C'était il y a quelques jours. Une dame de 86 ans, vous avez vu cette histoire, qui a refusé de faire un constat et qui a écrasé l'autre dame qui le lui réclamait, Félix Mathieu. Oui, tout commence quand cette dame de 86 ans érafle une autre voiture en sortant de sa place de parking. Là, la propriétaire de la voiture éraflée lui réclame un constat. La mise en cause refuse. Elle est bien décidée à partir. L'autre dame, âgée d'une 60aine d'années, s'y oppose, se place devant sa voiture pour l'empêcher de partir. Et c'est là que le drame se noue. La chauffarde de 86 ans appuie sur l'accélérateur. Elle écrase délibérément l'autre dame en essayant de prendre la fuite. Une victime qui, dans son dernier souffle, ne pourra que murmurer aux témoins d'aller chercher son fils qui se trouvait dans un tabac à 2 pas de là. Elle est vite morte de ses blessures. Son fils, qui est alerté par l'agitation dans la rue, est sorti de l'établissement et tombe sur l'indicible scène. Cette terrible histoire, relatée dans un premier temps par Le Parisien aujourd'hui en France, c'était il y a 2 semaines maintenant. L'octogénaire a été placé en garde à vue, puis placé sous contrôle judiciaire, libre en fait, mais en attendant de savoir si son discernement pouvait être considéré comme aboli ou non au moment des faits. Oui, histoire affreuse. Histoire affreuse. Ouais. Bon, nous n'allons pas tirer de conclusion parce que c'est un fait divers, mais c'est pas de l'insécurité routière, là, c'est un crime. Exactement. Mais c'est un comportement. C'est aussi un comportement. Bien. Manuel est à Crépy-en-Valois dans l'Oise. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités, à vos auditeurs. Vous êtes électricien, dites-nous Manuel. Oui. Alors j'avais eu l'occasion d'intervenir dans votre émission Jean-Jacques il y a quelques semaines pour témoigner du fait que j'avais dû changer de métier à cause des retards de la SNCF. Oui, je me souviens. J'avais passé mon permis moto pour ne plus avoir à prendre le train. Mais malheureusement, on est comme on est et puis j'ai fait un gros excès de vitesse de catégorie 4 qui m'a valu une suspension sur le champ de mon permis de conduire. Oui. Et donc j'ai été assisté, je venais de perdre du coup un contrat, parce que j'étais consultant indépendant, un gros contrat. J'ai pris une avocate spécialisée dans le droit routier pour m'aider en fait, pour passer au tribunal, tout le processus en fait dans lequel j'étais embarqué. Et puis elle m'a conseillé parce que il me restait je crois 5 points sur mon permis de conduire, elle m'a conseillé de faire un stage de récupération de points pour témoigner de ma bonne foi, etc., dans mon dossier. J'avais fait ce stage. Donc ce stage de récupération de points qui a duré 2 jours. On était un groupe de 10 ou 12 personnes qui, comme moi, on va dire des délinquants de la route, parce que c'est comme ça qu'on était catégorisés. Et puis moi, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et pendant ce stage, moi, j'ai été remarquablement et agréablement surpris par la qualité des informations qu'on nous a donné pendant ce stage de récupération de points. Et je vais vous donner un exemple concret. Parmi l'auditoire, il y avait un gars comme moi qui était sûr de lui, qui disait non, c'est pas vrai, moi je peux très bien téléphoner au volant, il y a aucun problème, j'ai jamais eu de problème, etc. Alors qu'il était quand même là parce que il lui manquait des points, mais bon, ça je ferme la parenthèse. Et puis l'animatrice, ils étaient 2 animateurs, et l'animatrice lui pose la question suivante. Elle lui dit mais monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage votre point de vue, tout simplement. Et puis il explique pendant 1 minute, 2 minutes son point de vue. Oui, allez-y Manuel, un peu plus vite. Et
pendant ce temps-là, elle agitait un papier de couleur verte. Et à la fin de son propos, elle lui dit écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner la couleur du papier que je viens d'agiter sous vos yeux? Et là, il était séché parce qu'il était incapable de dire. Pourtant, elle l'a agité. On l'a tous vu. On l'a tous vu dans l'auditoire. On avait le sourire en coin. Il était incapable de dire. Il avait même pas vu le papier qu'elle agitait devant lui. Oui. Donc, il était pris la main dans le sac, en fait. Voilà. Et je regrette que ce type de sensibilisation ne soit pas intégré au plus jeune âge, en fait, dans la formation auto-école. Et il n'a pas fait attention. C'est un manque d'attention, c'est ça, Manuel? Oui, c'est un manque d'attention. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est que le stage de sensibilisation, ça a été efficace pour vous, je le sens. Oui. Et ça a été efficace et ça devrait être intégré dans la formation auto-école. Je pense, ça, dans la formation, beaucoup de choses devraient être intégrées. Et juste pour terminer, on nous a aussi sensibilisé sur en fait la prise de médicaments. On entend souvent dire que les personnes âgées devraient passer un contrôle de santé parce qu'ils n'ont plus les aptitudes, les bons réflexes, alors qu'on est quand même dans un pays gros consommateur de médicaments, avec des gens très jeunes qui conduisent sous l'emprise des médicaments. Donc, merci Manuel. Voilà, je vous en prie. Merci, c'est gentil. Merci Manuel. À Crépy-en-Valois, il est 11h53. Oui, les stages de récupération de points, c'est un autre débat, mais il y aurait beaucoup à dire. Certains sont formidables et d'autres, c'est un peu une exploitation. Pierre Chasseret, bon, on va pas ouvrir le débat là. Bien, Anne Lavaux, en conclusion, pour résumer tout ce que nous avons dit, il faut évidemment sensibiliser au mieux, peut-être sanctionner plus, et responsabiliser. Et pour responsabiliser, c'est l'éducation. Mais on en revient effectivement toujours à l'éducation. Et vous savez qu'en France, on a toujours d'excellentes idées. Et donc, on a installé ce qu'on appelle le continuum éducatif. Donc, derrière ce continuum éducatif se cache une vision de l'éducation routière depuis quasiment le berceau à la tombe, si j'ose dire, qui ferait que sans cesse, on est effectivement sensibilisé à ce sujet-là. L'essentiel du continuum... Nous ne le sommes pas. Alors, l'essentiel du continuum éducatif se fait dans l'enceinte de l'éducation nationale, avec des fortunes diverses. On a des enseignants qui sont très, très sensibilisés au sujet et qui font des actions formidables. Et puis, on en a certains qui, par exemple, sur les fameuses ASSR, vous savez, c'est les attestations qu'on fait au moment du collège, eh bien, finalement, c'est un QCM. Ça prend exactement 10 minutes parce qu'on donne les résultats du QCM et c'est basta. Donc, on a vraiment cette logique-là. Oui, il devrait y avoir une éducation qui soit mais aussi une éducation tout au long de la vie. Alors je voulais revenir sur l'histoire de... Le fameux débat autour du permis, non pas à repasser, mais du moins, je ne sais pas moi, reprendre quelques cours de code ou être sensibilisé justement à l'utilisation de l'espace public au bout de, je ne sais pas, à 40 ans, puis à 60 ans, puis à 80 ans, je ne sais pas. Après, c'est une question de pratique aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui ne conduisent pas pendant toute une période, ça paraît assez logique qu'ils reprennent... Il n'y a rien en France. Vous pouvez toujours pousser la porte d'une auto-école pour vous inscrire à 3, 4, 5 cours, etc. Nous, on fait par exemple, pour les seniors, on leur propose de faire un trajet avec une auto-école, etc. Mais je voulais revenir sur... alors là, je vais apporter une réponse à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je voulais quand même évoquer un point par rapport aux chiffres qui ont été publiés. Vous avez vu, on avait une augmentation de 0,5% de la mortalité et on avait une baisse du nombre d'accidents. Et on les compare à 2019. Mais vous vous souvenez quand même que l'année dernière, en janvier, en février et jusqu'au 16 mars, on était en contrainte sanitaire, qu'on avait le télétravail de 3 jours quasiment imposé à tout le monde, etc. Donc, comparer 2022 à 2019, à notre avis, ça n'est pas une bonne chose. Et que c'est un peu abusif, à mon idée, à notre idée, si l'année 2022 avait été une année telle qu'on espère être 2023, eh bien on aurait une augmentation plus importante de l'accidentalité. Bien. Eh bien, merci d'être venu nous voir tous les trois. Merci d'avoir débattu ici sur Sud Radio. Nous n'avons pas évidemment résolu le problème. Évidemment. On reviendra. Notre humble échelle. Vous reviendrez. Il est 11h56. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. La fin des haricots.
La fin des haricots avec un point d'interrogation. C'est le titre du livre de Thomas Guénolé, le politologue Thomas Guénolé, que nous allons retrouver dans un instant. Il publie le livre chez Plomb. Alors, le réveil écologique, c'est maintenant, c'est le sous-titre du livre. Il fait des propositions pour essayer d'améliorer l'état de notre planète et comment vivre avec les grands changements climatiques qui frappent la Terre entière. Nous allons en parler avec lui. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour prendre des décisions, des mesures qui ne sont pas toujours punitives? Nous pouvons aussi réfléchir à des mesures constructives permettant de sauver la planète. Thomas Guénolé est avec nous dans un instant. Et tiens, à propos de planète, eh bien ça tombe bien parce que vous savez que nous regardons l'actualité avec Félix Mathieu de près. L'ancien fleuron de la marine française, vous vous souvenez du porte-avions Foch, est passé sous pavillon brésilien en 2000. En fait, passé sous pavillon brésilien parce qu'on l'a vendu au Brésil, le Foch. Eh bien, ce porte-avions Foch va être coulé dans l'Atlantique et les ONG dénoncent un crime environnemental. Oui, coulé à cause de la détérioration de sa coque. Les autorités font valoir qu'après des années d'errance en mer, eh bien le navire flottait de moins en moins, qu'il aurait coulé un jour ou l'autre, faute de trouver un point de chute, un possible chantier de démantèlement. La Turquie, par exemple, l'année dernière, l'avait finalement rejeté en réclamant un inventaire des substances toxiques présentes à bord. Face au risque qu'implique le remorquage et en raison de la détérioration de la coque, la seule solution est donc d'abandonner cette coque en la coulant de façon contrôlée, fait valoir la marine brésilienne. Construit dans les années 50, le porte-avions Foch avait servi à l'armée française durant une quarantaine d'années avant d'être vendu au Brésil et rebaptisé Sao Paulo en 2000. Long de 266 mètres, il est qualifié de colis toxiques de 30 000 tonnes par les ONG. L'immense navire est truffé d'amiante, de peinture, de divers produits toxiques qui vont donc finalement, a priori, se retrouver au fond de l'Atlantique. Au fond de l'Atlantique, tous ces produits toxiques, 12h08, l'environnement. Eh bien, nous allons en parler avec Thomas Guénolé dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sandy Boulanger, on se posera la question, est-ce possible de faire du sexe sans sentiment? Est-ce que les femmes ont vraiment besoin tout le temps d'aimer pour accepter une relation sexuelle? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher, pas vrai Sophie? Ah bon? Eh oui, aujourd'hui pendant l'alerte discount, les 8 steaks hachés de viande bovine française sont à 7,20 € la barquette de 800 grammes. 7,20 €, pour en profiter, je vais pas rester tartare au boulot. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Soit 9 € le kilo, 8 fois 100 grammes. Origine France, steak haché 20% de matière grasse. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. On a un conseiller entreprise qui connaît très bien le BTP. C'est quelqu'un de vraiment très efficace. Elle est proche de nos préoccupations. Les conseillers entreprises, ils font un travail remarquable pour trouver les bons profils. Vous recrutez et rencontrez des difficultés? Faites appel à votre conseiller entreprise Pôle emploi pour trouver les bons candidats. Sélection de profils, immersion, financement de formation. Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches. Contactez-nous sur pôleemploi.fr espace entreprise ou au 39 95. Pôle emploi, on est là pour vous. Alors dis-moi, quoi de neuf en ce moment chez But? Eh bien en ce moment, le crédit gratuit sur 10 mois. Oui, 10 mois sans frais. Sans frais? C'est génial. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. C'est quoi parier? Parier, c'est connaître les joueurs, les équipes. C'est connaître le calendrier, connaître l'historique. Mais parier, c'est surtout savoir reconnaître les grosses occasions. Comme ce dimanche, avec le Super Pactole Loto Foot de 2 millions d'euros. Parions sport, nous sommes les parieurs. Montant minimum à partager entre les gagnants du rang 1 Loto Foot 15. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Baron de l'Estac. Quand Isabelle, œnologue, rencontre Paul, caviste. Alors, dis-moi ce que tu penses de ce vin. Alors, on est déjà dans le Bordelais, ça sent le terroir, la passion des vignerons. C'est un baron de l'Estac? Eh oui, c'est un baron de l'Estac. Ça, c'est un vrai Bordeaux. Élevé en fût de chêne, finement boisé, cet équilibre avec le fruit. Là, on est sûr de pas se tromper. Mais oui, baron de l'Estac, c'est le Bordeaux par excellence. Baron de l'Estac, ça, c'est Bordeaux. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le lot de 2 mangues est à seulement 1,90 €.
À ce prix-là, vous allez vous régaler. Et plutôt 2 fois qu'une. Car rien de meilleur qu'une délicieuse mangue bien mûre et juteuse. Délicieux. Auchan, avec plaisir. 1,90 €, le lot de 2 mangues. 1,19 €, la mangue vendue seule. Origine Pérou, catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11, je reçois Thomas Guénolé. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Politologue, on s'est connus sur d'autres radios. Thomas, oui, je me sens rajeunir de 7 ans d'un coup. Oui, sur RMC. Bien, le titre de votre livre, La fin des haricots. Mais la fin des haricots avec un point d'interrogation. Le réveil écologique, c'est maintenant, c'est chez Plomb. Thomas Guénolé, comment vivre avec les grands changements climatiques qui frappent, je le rappelle, la Terre entière, parce que c'est une globalisation, le réchauffement climatique, et ça n'atteint pas que la France. On a l'impression d'ailleurs que ça ne touche que la France. Non, ça touche le monde entier. Vous dites le réveil écologique, c'est maintenant, et vous faites des propositions pour nous réveiller. Oui, absolument. Vous voulez nous réveiller? Oui, parce que, vous savez, avec la naissance de ma fille, ça arrive à beaucoup de poches de parents. Une fois que je suis devenu père, moi, ça m'a rendu beaucoup plus écologiste. Oui. Et donc, je me suis massivement documenté. Je suis allé voir des experts, j'ai appris beaucoup de choses au fil du temps, et ça a donné ce livre d'écologie des solutions. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à la saturation, parmi les gens qui nous écoutent même. Ils en ont un certain nombre en ont marre de ce côté, et moi aussi j'en ai marre, de tous ces intervenants complètement... Des donneurs de leçons ? Non, avant même ça, les intervenants complètement affolés, qui crient qu'on va tous mourir, qui répètent il y a le feu, et qui font pas la queue d'une proposition de solution. Et donc, on a la trouille, et on ne sait pas quoi faire. Alors certains crient il y a le feu pour exister, et d'autres crient il y a le feu pour alerter. Oui, et c'est aussi mais alerter c'est bien, mais à un moment, si vous voulez, une fois qu'on a compris qu'il y a le feu, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les gens qui disent qu'on va tous mourir, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des solutions. Et donc 12 bouquins, c'est-à-dire que le livre entier est consacré à l'écologie des solutions. Alors, l'écologie. Par thème. Bon, alors, l'écologie des solutions, on va regarder. D'abord, globalement, il faut une transformation, c'est ce que vous dites, radicale de nos infrastructures économiques, industrielles et agricoles. Oui, absolument. Donc, par exemple, il y a un chapitre entier sur les transports. Oui. Et donc, d'abord, il faut passer au tout électrique, en fait. Oui. C'est-à-dire que voiture électrique, bus électrique, etc. Électrique, il faut des batteries, il faut du lithium, il faut... oui, mais le lithium n'est pas... Alors, le lithium, c'est pas un problème, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, donc je voudrais clarifier ça. Tous les experts vous le diront, le lithium, on ne manque pas de lithium, c'est pas un problème de rareté de la matière, c'est un problème de manque de production. Ouais. Donc il faut juste en produire davantage, mais du lithium, on en a partout. Et il y en a en France. Et il y en a même en France. Et donc ça va. Par ailleurs, on a aussi la question de l'électricité. Il y a un certain nombre de pays, en réalité, si vous raisonnez sur notre consommation d'énergie à l'échelle de la planète entière, vous avez en gros... Un tiers, c'est du pétrole, un tiers, c'est du charbon, un peu moins, ça va être du gaz, et seulement tout le reste, ça va être du renouvelable ou du nucléaire, c'est-à-dire des énergies décarbonées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à la grosse louche environ 70-75% de notre consommation d'énergie qui ne va pas parce que c'est du pétrole, parce que c'est du charbon, parce que c'est du gaz, et tout ça, c'est de l'effet de serre. Et donc, il faut une transformation, mais vraiment profonde, c'est en matière de transport, on en parlait à l'instant, en matière d'énergie, j'entends des gens qui disent il faut aller à fond dans l'éolien et le solaire. Et d'autres qui disent pas du tout, il faut plus de nucléaire. Ah non, il faut pas de nucléaire, il faut que de l'éolien et du solaire. Je suis désolé de faire du en même temps, mais après tout, il y en a un qui a fini à l'Élysée en faisant du en même temps. Mais je suis obligé de le dire, il faut les deux, enfin les trois. Éolien, plus d'éolien, plus de solaire et en même temps plus de nucléaire. Bien, alors vous dites, il faut un gouvernement écologique mondial. Oui, plus précisément, ce que je propose, c'est de créer, comme il existe une organisation mondiale du commerce, eh bien je souhaiterais que le président de la République, Emmanuel Macron, mette sur les rails la création d'une organisation mondiale de l'écologie, qui aurait donc des pouvoirs de réglementation, d'inspection et de sanction vis-à-vis des différents pays du monde. Parce qu'après tout, je vois mal pourquoi on aurait une agence internationale de l'énergie atomique. Et notre souveraineté. Mais on a une agence internationale
international de l'énergie atomique pour vérifier les programmes nucléaires de toute la planète. C'est vrai. Et on n'en aurait pas pour l'écologie, alors que c'est en train d'avoir d'avoir des conséquences qui sont de l'envergure d'une catastrophe aussi. Ça n'a pas de sens. Bien, alors vous faites des quantités de propositions, donc sauver les mers et les océans. Alors je reprends des propositions d'experts. Hein. Moi, je suis très... je le dis d'ailleurs dans le bouquin. C'est une compilation, c'est vraiment une compilation de beaucoup d'études, de beaucoup de... C'est très intéressant, justement, parce qu'on apprend... parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, par exemple, vous proposez de payer les pêcheurs pour nettoyer les mers. Absolument. En fait, c'est une idée que j'ai eue en discutant avec Daniel Poli, qui a eu la gentillesse de m'accorder un entretien. Il a eu l'équivalent du prix Nobel, mais pour l'écologie, et c'est l'un des plus grands océanographes au monde. Donc je me sentais rétrécir dans ma chaise, si vous voulez, pendant mon entretien avec lui. Et lui me dit, en fait, la pêche, partout dans le monde, la pêche ne tient que parce qu'elle est subventionnée. Vous enlevez les subventions, la pêche n'est plus rentable. Et la pêche au chalutage, ça pourrit tout. Quand vous regardez les fonds marins près des côtes en France, il y a des endroits, vous avez l'impression que c'est la Lune. Tellement il n'y a plus rien, parce que ça racle à fond. Et donc, lui me disait, il faut absolument arrêter le chalutage, au moins le temps que les stocks de poissons se reconstituent. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fera faire aux pêcheurs pendant ce temps? Il faut bien qu'ils vivent. Bien sûr. Et il se trouve qu'on a un énorme problème de déchets plastiques accumulés dans les océans. Et donc, suggestion, ça c'est une idée que j'ai eue en discutant avec Daniel Poli. D'ailleurs, la conversation est racontée dans le bouquin. Et lui me dit, oui, effectivement, c'est une bonne idée, faisons ça. C'est que l'argent qu'on utilise pour subventionner de la pêche au chalut, qui est dégueulasse écologiquement, on devrait plutôt se servir du même argent pour leur payer un salaire de nettoyeurs des mers et de gardiens des mers. Alors, à propos des mers et des océans... Attendez, excusez-moi, pendant ce temps, du coup, le stock de poissons se reconstitue. Oui. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup moins d'entassement de plastique, parce que les décharges de plastique en plein océan, ça fait la taille du Texas. Oui, ça je sais. Alors là, il y a du plastique biodégradable. On pourrait utiliser partout sur la planète du plastique biodégradable. Des plastiques fabriqués à partir de végétaux, effectivement. Exactement. On pourrait. Et là, ça ne poserait plus de problème. Bien, en ce qui concerne les mers et les océans, donc une pêche plus écologique, évidemment, on en a beaucoup parlé, une reforestation de la mer. Et à propos par les algues. Mais aussi une reforestation de la terre. De la terre, j'allais en parler. Vous proposez aussi une reforestation de la terre, mais ça aussi, c'est engagé dans certaines régions, dans certains pays. Alors, je voudrais préciser un truc. En France, par exemple, il y a des opérations de reforestation. Oui, mais non. C'est-à-dire que, et là, je vous dis ça. Moi, je viens du Mercantour, et vous venez des Cévennes. Donc, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et en fait, la reforestation en France, en réalité, n'est pas de la reforestation, c'est du boisement. Ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, quand en France, on a voulu produire du bois massivement après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas pour des raisons écologiques, c'était pour faire une filière bois, pour produire du bois. Et donc, on a fait de la monoculture à fond. Et quand vous faites exactement, voilà. Des pins. Par chez moi, pareil. Et donc, la monoculture, le problème que ça pose, c'est que ça n'est pas de la forêt. Vous pouvez regarder, quand il y a de la monoculture, vous regardez le paysage, vous avez l'impression... tout ce qui est en dessous. Exactement. Il n'y a pas de sous-bois. Non, il n'y a pas de sous-bois. C'est Pierre Gilbert, qui est un expert de ce sujet, jeune et très brillant, qui m'a expliqué ça, où il me disait, voilà, il n'y a plus rien au sol. Ça ne développe rien et c'est mort en fait. Et vous avez juste l'impression d'avoir une forêt de pylônes, tellement c'est uniformisé. En fait, la forêt, c'est comme l'humanité. Pour que ça marche bien, il faut un maximum de diversité. Et donc, en l'occurrence, si vous mettez une forte diversité des arbres, vous allez vous retrouver avec de la forêt, de la vraie. Et donc, 80% des arbres qu'on a plantés en France depuis la Seconde Guerre mondiale, on prétend faire de la reforestation, mais ce qu'on a fait, c'est du boisement. Bien, Thomas Guénolé, ne l'ont pas tout développé, mais vous parlez évidemment des villes vertes. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Vous parlez de ce qu'on mange aussi. Vous dites qu'il faut manger moins de viande, moins de... Ça, je suis pas quand même toujours d'accord, mais enfin bon, moins de viande, moins de fromage. Il y a un problème avec la viande, le poisson et les laitages. À la fois pour des questions d'impact, de bilan carbone et aussi de souffrance animale. Nous avons en commun d'être des amoureux de la viande. On va pas se mentir. Oui, je le sais. Mais et donc je dis ça qu'il faut réduire. Je le dis pas en donneur de leçons qui veut vraiment faire chier les gens, pardon de le dire comme ça. J'explique d'ailleurs. Vous n'êtes pas végane. Je suis flexitarien, c'est-à-dire que je mange de la viande ou du poisson ou des laitages une fois par semaine. Mais je vous plains. C'est dur. Et donc moi qui suis un grand gourmand, si moi j'y arrive,
Honnêtement, n'importe quel viandard peut y arriver aussi. Et je dis ça vraiment, j'explique dans le bouquin que j'ai essayé de devenir végan. La frustration. J'ai essayé de devenir végan, mais justement, raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle, ce que les habitués des régimes appellent le cheat meal, c'est-à-dire le repas tricheur. C'est vous faites un repas par semaine où vous mangez tout ce que vous vous interdisez d'habitude. Et là, ça va. Là, vous tenez. Comme les gens qui arrêtent de fumer mais qui font qu'une clope par semaine. Alors, il y a un passage dans votre livre qui va faire du bruit. Vous dites il faut que dans les pays riches, les familles aient moins d'enfants. Oui. Il faut que les femmes et les hommes, les couples, fassent moins d'enfants dans les pays riches. Absolument. Mais déjà, on en fait beaucoup moins. Oui, mais, la natalité a baissé dans les pays riches, c'est vrai. Oui. Mais elle ne baisse pas encore assez. Ah bon? Oui. Ah ben non, mais c'est terrible ce que vous dites là. Pas du tout. C'est juste que, on a un problème de surconsommation des ressources et d'empreinte carbone excessive de la population des pays riches. Oui. Alors, en particulier les Américains, qui sont les pires au monde, mais il y a aussi la plupart des pays d'Europe, y compris la France. Et donc, une des mesures les plus efficaces pour améliorer la situation écologique, c'est tout simplement de faire moins d'enfants, voire de ne pas en faire du tout. Et donc... Oui, non mais dites-moi, et le renouvellement, et alors en quoi c'est... la réforme des retraites. Ah, la réforme... Comment vous financez tout ça? Alors là, Thomas Guénolé, vous êtes politologue. Je veux bien qu'on parle de la réforme des retraites, mais c'est un débat en soi. D'accord. On en reparlera si vous voulez. Mais en tout cas, sur la question de la dénatalité, d'abord, il faut qu'on apprenne à considérer que faire des moins d'enfants, c'est une bonne chose. Il faut qu'on sorte de cet idéal populationniste qu'on a hérité de la grande peste médiévale quand il fallait repeupler l'Europe. Ça date de là. Oui. Par ailleurs, je voudrais dire aux jeunes femmes qui nous écoutent, il y en a beaucoup parmi elles qui en fait ne veulent pas faire d'enfants. Oui, c'est une tendance. Et elles subissent des pressions autour d'elles, de leur environnement familial, de la société, etc. Et je voulais leur dire... Tenez bon, parce qu'en fait, du point de vue de l'écologie, c'est vous qui avez raison et vous n'avez pas à avoir honte. Mais le plaisir de ne pas fonder une famille, d'avoir des enfants. Enfin, il n'y a pas longtemps, vous avez eu un enfant. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis 0 enfant écologiquement dans les pays riches. 0 enfant, c'est très bien. 1 enfant, c'est bien. 2, on est déjà limite. Et 3, surtout pas. Non, mais c'est terrible. Regardez la politique de l'enfant unique en Chine. Non. Ça fonctionne pas terrible. Non. La politique, j'en parle dans le bouquin. Oui, c'est un gros problème qu'on a, c'est que comme la Chine est une dictature et un régime totalitaire, quand elle gère sa propre population, elle la gère de façon dictatoriale et totalitaire. Et donc quand elle attendez, vous allez voir. Et quand elle fait une politique d'enfant unique, elle le fait de manière dictatoriale et totalitaire. Mais on peut très bien le faire de manière démocratique, ça. Par exemple, nous avons déjà, vous le mentionniez, nous avons dans la jeunesse française actuelle, chez les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants, il y a déjà un mouvement populaire, j'allais dire collectif, de jeunes femmes qui veulent ne pas avoir d'enfants du tout. Eh bien moi, je dis pas qu'il faut, qu'il faut mettre des contraintes en place, je dis juste que augmenter les allocations familiales quand vous avez plus d'enfants, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, elles doivent être dégressives avec le nombre d'enfants. C'est-à-dire? Il faut encourager les gens à en avoir... Un enfant, de fortes allocations familiales. Voilà, 2, ça baisse. 2, ça baisse, et 3, ça baisse. Et 2 et 3, vous n'en avez plus. Et 3, il n'y en a plus. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, je le répète, en théorie, à l'échelle planétaire, si on a une baisse massive de la population humaine à l'échelle d'une génération dans les pays riches, on n'a plus de problème d'écologie. Oui, enfin... Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Vous êtes très sérieux quand vous dites ça? Plus de problème d'écologie. Si à l'échelle d'une génération ou 2 maximum, on fait baisser massivement la population des pays riches grâce à la dénatalité, il n'y a plus de problème d'écologie. Mais dites-moi, comment fera-t-on? Mais dites-moi, on aura d'autres problèmes, vous savez très bien. Donc immigration massive, forcément. Forcément. Moi, vous savez, de toute façon, on a déjà eu, vous vous souvenez, il y a quelques années, vous connaissez ma position sur les migrants, sur les réfugiés, sur l'immigration. Et donc, en ce qui me concerne, les frontières, ce sont des lignes imaginaires, vous le savez. Et en ce qui me concerne, je suis citoyen du monde. Je ne me sens pas que français, si vous voulez. Je suis né français parce qu'il y a un État qui a mis un tampon sur un papier et qui a dit que j'étais français. C'est tout. Mais si j'étais né de l'autre côté de la ligne imaginaire, j'aurais un autre tampon sur un autre papier par un autre État. Moi, en particulier pour raison de l'écologie, en fait, je vais vous le dire différemment. J'ai une passion pour la conquête de l'espace. Ça me passionne. Et tous ceux qui ont eu cette chance extraordinaire de s'envoler pour aller dans l'espace et qui ont vu la Terre ont eu ce qu'on appelle en psychologie l'effet de vue d'ensemble. C'est que quand ils sont redescendus,
ils avaient conscience de faire partie de l'humanité tout entière et que la Terre, c'était un tout. Et ils ne se sentaient plus de tel ou tel village ou de telle nation. Moi, je me sens déjà comme ça. Je suis cosmopolite. Je sais que c'est pas tendance de dire ça, mais il se trouve que c'est comme ça que je le ressens. Tendance ou pas, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais... Moi, je suis cosmopolite et je suis citoyen du monde. Bien. Eh bien, lisez le livre de Thomas Guénolé qui bouscule effectivement... qui bouscule beaucoup, parce que vous faites des propositions et en même temps, vous dites attention, tous ces écologistes, parce que vous n'hésitez pas à les épingler, les écologistes traditionnels. Une catégorie que je n'aime pas, ouais, c'est ceux qui proposent le modèle Amish. Ça, c'est pas mon truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas... Si vous voulez, la décroissance, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise décroissance. La bonne décroissance, c'est arrêter les activités massivement polluantes. Vous n'êtes pas Sandrine Rousseau. Je pense que c'est... Oui, effectivement, ça vous aura pas échappé. Mais en tout cas, les activités polluantes et qui rejettent du CO2, oui, ça, il faut de la décroissance. Mais il y a plein d'activités où on peut faire beaucoup. Oui, les arts, les sciences, les sports, tout ça, je suis pour une croissance à fond. Les arts, les sports, la culture... Oui. Tout ça, la science, la quête de connaissance par amour de la connaissance, bien sûr, tout ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'aimerais qu'on soit dans une société où on est beaucoup plus en réalité de croissance de ces activités-là qui nous passionnent tous en tant qu'êtres humains. Merci Thomas Guénolé. La fin des haricots, point d'interrogation chez Plomb. Le réveil écologique, c'est maintenant. Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure d'André Berkoff.